républicain. Il est tout à fait exact, je suis d'accord avec vous, que dans le système américain, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau des États, c'est un système qui privilégie le consensus. Souvent, chez nous, il y a des... je n'arrive pas trop le nom, moi je vais revenir. Bon, Mme Clinton également, en tant que sénatrice, a été très consensus. Suite aux événements du 11 septembre, elle a immédiatement noué une alliance avec le maire de New York, M. Giuliani, qui était son ennemi juré, et lui a apporté beaucoup de soutien. Elle a même pu travailler avec M. Gingrich. Donc, c'est vraiment une femme qui a compris très vite qu'au Sénat, il faut chercher le consensus parce que sinon, rien ne passe. Il ne faut pas oublier non plus que les gens qui arrivent à Washington et qui disent « bon, on va tout changer », sont eux souvent qui sont changés. D'ailleurs, notre président actuel a finalement plus ou moins compris cela, parce que le pays lui a administré une gifle, et donc il est obligé de se remettre au système du consensus. Donc, moi, la raison pour laquelle je soutiens Mme Clinton, c'est parce que je pense qu'elle connaît mieux le système. Elle est très appréciée par ses collègues au Sénat, donc elle est très écoutée. Elle représente un État qui est très important, de New York. Elle a gagné une élection dans cet État par 2 fois, contraire à toute attente. Personne ne croyait qu'elle pouvait gagner. Elle a néanmoins gagné, justement en cherchant le consensus avec l'autre tendance. Ceci dit, je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que le fait que M. Obama puisse se présenter représente un énorme progrès. Aux années 60, au moment où on commençait à démonter le système d'apartheid américain connu sous le nom de ségrégation, il était extrêmement rare qu'un candidat africano-américain se présente à une élection, et encore plus rare qu'il gagne. Je me souviens, parce que moi-même j'ai milité pour les droits civiques dans le Mississippi, en 1967, on a été mobilisé pour aller protéger et soutenir, parce que c'était le Mississippi est un peu particulier pour beaucoup de raisons, dont l'une est le fait que c'est un État qui organise ses élections législatives dans l'année où il n'y a pas de présidentielle et il n'y a pas d'élections législatives au niveau fédéral. Donc, en 1967, ils élisaient un gouverneur et ils renouvelaient leur aile législative en même temps. Donc, on s'est mobilisé pour aller protéger un candidat black qui se présentait à l'Assemblée du Mississippi. Et on a été menacé. C'était dans un comté, dans un arrondissement électoral qui était à majorité black. Donc, on devait se sentir à l'aise, mais on ne l'était pas. Maintenant, la branche législative au Mississippi compte quand même, je ne sais pas une majorité, mais néanmoins, un nombre sensible d'électeurs, de sénateurs et de représentants de couleur. Et finalement, après 50 ans, il y a quelqu'un de valable, qui a beaucoup de valeur, qui a beaucoup de qualités, qui se présente à la présidence. Moi, j'ai dit bravo. Ça représente un progrès énorme. Bon, on verra s'il pourra, s'il reçoit l'investiture, s'il pourra gagner. Ça, c'est un autre problème. S'il gagne, on sera tous heureux. Le micro, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Simplement pour revenir un tout petit peu sur les programmes, on a beaucoup parlé du désengagement en Irak, donc de la couverture de l'assurance maladie, de l'économie américaine qui est en récession. Quels est pour vous, Madame Peillon, les enjeux brûlants en fait? Quels sont les vrais thèmes? Alors, le vrai thème qui a fini par le devenir, c'est évidemment l'économie, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore quelques mois. Évidemment, l'Irak
était le thème de prédilection de tous les candidats et surtout la thématique qui revenait chez tous les électeurs potentiels. L'économie, finalement, du point de vue de la situation mondiale économique et américaine, forcément est devenue petit à petit la préoccupation majeure. Et ça, c'est quand même assez frappant parce qu'on le voit même chez l'électorat jeune. Je vais encore citer le Pew Research Center, mais c'est vraiment un endroit très intéressant pour pouvoir prendre le pouls de l'opinion américaine. Il y avait un sondage il y a quelques semaines qui a été fait sur justement les jeunes électeurs, donc les 18-30 ans si je ne m'abuse, qui donnait l'économie en préoccupation numéro 1 avant même les thèmes environnementaux et autres, et les thèmes même raciaux. Donc c'est quand même quelque chose de très important, d'autant plus que, qu'on le veuille ou non, le prochain président des États-Unis, le 44e président des États-Unis, va avoir pratiquement 2 à 3 ans de récession à devoir combattre. Donc ça va être du pur factuel. Malheureusement, je pense que pour ce type d'échéance-là, les milieux d'affaires ne feront pas confiance à un démocrate pour des raisons évidentes. Ils feront plutôt confiance à un républicain. Ce républicain étant John McCain, et John McCain disant qu'il est un nul complet en économie, ça il l'avoue très largement. Le tout est de savoir avec qui il va s'allier maintenant. Le tout est de savoir quel sera son vice-président, quel sera le ticket gagnant qui pourra lui permettre de décrocher l'élection. On a des idées ? On a des idées, le problème c'est qu'elles ne peuvent pas être validées tant qu'on ne sait pas qui est en face. Donc un ticket est valable quand on sait contre qui on se bat. Là pour l'instant on est encore au moment des hypothèses. Alors pour les hypothèses, il y a la grande rumeur Condoleezza Rice. Je ne sais pas si elle sera validée, ça il faudra le demander à Madame Simonard. C'est un ticket qui a le léchant parce que ce soit Hillary Clinton ou Barack Obama en face, on a une des deux composantes qui peut être bonne en tout cas. Ceci dit, Condoleezza Rice c'est quand même la continuité de l'administration Bush, donc c'est peut-être aussi un baiser de la mort pour John McCain. Et puis, c'est une femme qui a toujours dit qu'elle n'avait pas forcément envie d'un mandat électoral. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir lui poser comme question. L'autre hypothèse, c'est Charlie Crist. Charlie Crist, c'est le gouverneur de Floride, qui est extrêmement populaire. C'est un républicain très populaire, même auprès des démocrates. Et c'est surtout le gouverneur qui a permis à McCain, finalement, de pouvoir remporter la primaire de Floride et de pouvoir remporter tout court cette investiture républicaine. L'autre, peut-être, rumeur du moment, c'est aussi Rob Portman, qui est une jeune étoile montante du Parti républicain. Il a 52 ans. C'est quelqu'un qui pourrait permettre aussi de compenser le facteur âge de McCain. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans un ticket, il y a une équation qu'il faut résoudre. C'est d'abord l'équation de l'âge, l'équation de la compatibilité géographique. Il faut faire attention à ce que les États combinés puissent permettre de remporter la majorité aussi des votes. Donc McCain étant sénateur de l'Arizona, un État du Sud, s'il s'allie à Charlie Crist, c'est un petit peu dommage parce que dans ces cas-là, il empoche les États du Sud, mais la Floride, c'est quand même un swing state, donc c'est aussi un État sur lequel il va falloir compter. C'est un petit peu compliqué tout ça. Il y a la complémentarité financière. Là, il faut savoir qui va pouvoir lui permettre de remporter le plus de fundraising. Pour l'instant, McCain, et on l'a vu, mais François en parlera certainement aussi après, dans ces primaires, ce sont finalement, et c'est une grande surprise, les démocrates qui ont réussi à lever des fonds comme jamais. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment la première élection dans laquelle ça se passe. D'habitude, les républicains sont toujours les meilleurs à ce jeu-là. Là, pas de chance, c'est les démocrates qui ont réussi à lever le plus d'argent. Et puis la dernière compatibilité, c'est la compatibilité idéologique. Et là, il est sûr que McCain, pouvant ramasser les voix du centre, a besoin quand même de s'assurer les faveurs de ses ailiers droits, si j'ose dire, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de républicains pur sûrs qui lui en veulent. Alors, vous avez soulevé un point qui est le financement un petit peu de cette campagne, et on a vu que Barack Obama a fait quelque chose d'extraordinaire, en tout cas de très novateur, après Howard Dean en 2004, c'est de fédérer un nombre immense de petits donateurs. Et s'il est le représentant démocrate, il avait pris un engagement de faire un financement public si le candidat d'en face, c'est-à-dire le candidat républicain, acceptait cet engagement. Alors là, il va se retrouver un petit peu dans une situation difficile parce qu'il a la possibilité de gagner, en tout cas d'empocher beaucoup plus d'argent. Est-ce que vous pensez que Barack Obama va devoir se tenir à cet engagement, ou est-ce que vous allez voir, on va voir une hypocrisie qui est finalement l'inverse de du message de changement de politique à Washington qu'il prône? Donc, vous posez une question tellement détaillée qu'il n'y a presque plus rien à dire. Et la seule chose que vous me demandez, c'est de faire un pronostic. Donc là, oui, allons-y. Il a la capacité de lever énormément de fonds.
vous l'avez dit, 1 million de petits donateurs, en particulier par Internet. Hein. Puis si vous êtes une fois, vous avez le malheur d'acheter un t-shirt ou n'importe quoi, hein, après vous vous retrouvez avec des mails vous incitant à donner pas grand-chose, hein, mais à chaque fois 15 $, 20 $, 25 $, et puis au total, vous avez un candidat qui se retrouve à la tête d'une somme qui lui permet, et c'est d'abord ça qui l'a fait être un candidat sérieux, c'est-à-dire en mesure de rivaliser avec Hillary Clinton dans tous les États, hein, de ne pas devoir, comme certains, choisir les États ou se dire, par exemple, alors là aussi, il y a la composante un petit peu, quand on va sur le terrain, bon, encore, on peut se dire, bon, il y a les capacités d'éloquence qui font, on va organiser dans des salles, hein, des réunions, ça, il ne faut pas énormément d'argent. Mais par exemple, pour le Super Tuesday, il a fallu lever des fonds considérables pour pouvoir mener campagne dans tous ces États à la fois. Probablement qu'il se dira, ayant cette capacité d'avoir beaucoup plus de fonds, et Marjorie le disait, cette année est exceptionnelle sur le plan historique, puisque les démocrates lèvent plus d'argent que les républicains, probablement que les réformes seront pour après. Simplement pour revenir sur le rôle joué par les médias, est-ce que du côté des supporters d'Hillary Clinton, on trouve que les médias américains ont été vraiment pro-Obama et qu'ils se seraient plus acharnés sur Mme Clinton? Je vais répondre à ces questions dans une seconde. Il ne faut pas oublier non plus, ce qui est quand même assez paradoxal, que le sénateur McCain a été un des co-auteurs de la loi sur la réforme des dépenses électorales. Donc ce serait quand même... mais néanmoins, il est connu que les républicains, normalement, réussissent à trouver des fonds à un niveau beaucoup plus supérieur à nous, historiquement. Donc, la question est bien de savoir, parce que je pense que la question se pose plutôt pour M. McCain que pour nous. Parce que lui, quand même, il a un peu fait sa réputation sur cette loi. Pour revenir à cette question... Les médias sont très imprévisibles. Dans un premier temps, quand Mme Clinton était censée être la plus favorisée, les médias étaient très durs avec elle. Maintenant que c'est le sénateur Obama qui est en tête, ils sont plus durs avec lui. Donc je pense que c'est un peu le phénomène des médias. D'accord. Oui, effectivement. On a pu dire pendant toute la première partie de la campagne qu'il y avait un mouvement en faveur de Barack Obama. Et puis on s'est rendu compte. Alors on s'en est rendu compte à quel moment? Peut-être au moment où, juste après le Super Tuesday, Hillary Clinton a perdu 11 consultations d'affilée. Et là on s'est rendu compte que les médias, 11 consultations d'affilée, qu'il y avait des problèmes financiers, que sa campagne battait de l'aile. C'est de l'analyse politique, c'est pas... Et là, les médias l'ont tout à fait laissé dans la course comme candidat tout à fait crédible, en lui donnant rendez-vous à la date qu'elle avait fixée, le 4 mars, où elle était censée se refaire, en gagnant massivement dans l'Ohio et dans le Texas. Les titres, le jour du 4 mars, étaient même plutôt dans ce sens-là, que Hillary Clinton s'était effectivement refait une santé, qu'elle avait gagné l'Ohio. Au total, ça fait 7 délégués d'écart. Et le Texas, qu'elle avait gagné effectivement les primaires, on a su plus tard qu'il y avait aussi des caucus et qu'un tiers des délégués dans le Texas sont déterminés par la voie de caucus, que Barack Obama a gagné les caucus avec un écart considérable et qu'au total, il avait plus de délégués qu'elle dans le Texas. Donc on s'est rendu compte de quoi? Que les médias n'étaient ni pour Obama ni pour Clinton, qu'ils étaient pour que le duel continue. Et c'est exactement ce que vous disiez, pour Obama dans un premier temps, pour Clinton dans un second temps, au moment où ils se rendent compte que ce duel... Alors, il n'y a pas que les médias à accuser. L'opinion publique américaine, quand on leur demande, par enquête d'opinion, juste avant le 4 mars, si Hillary Clinton perd les 2 États, est-ce que vous souhaitez qu'elle reste dans la course? Et l'opinion publique américaine, par la voie de cette enquête d'opinion, répond oui. Donc, si vous voulez, il y a une sorte d'engouement pour ce duel. Les médias, vous savez, vous avez ce fameux momentum dont on parle, qui vient du latin mouvement, et qui est la dynamique imprimée, que peut imprimer chaque candidat à sa candidature. On peut dire que la dynamique
majoritaire, sans vexer les républicains, était favorable aux démocrates. On le voit dans la mobilisation. Hein, les primaires, beaucoup de démocrates se mobilisent. Les caucus, normalement, les caucus, ce sont les gens très intéressés par la politique qui se déplacent lors des caucus. Et là, dans le Texas, il a fallu faire intervenir les forces de l'ordre, tellement il y avait de monde, il n'y avait pas assez de stylos et de papier pour que tout le monde puisse participer. Donc on a un enthousiasme du côté démocrate, on a les 8 années de Bush, on a la volonté de tourner la page, on a 2 bons candidats, on a tout l'argent qu'il faut. Et on a finalement des médias qui mettent l'accent sur cette division qui se prolonge sans trop se tromper. On peut penser que mardi 22, Hillary Clinton l'emportera, que 15 jours plus tard, on a la Caroline du Nord, là aussi on a à peu près le même nombre équivalent de délégués qui sont en jeu et que Barack Obama l'emportera, comme ça jusqu'au 3 juin. Hein. Et finalement, avec ce système proportionnel, on va se retrouver en juin avec un écart de délégués, probablement, là j'en fais des pronostics pour le coup, en faveur de Barack Obama, mais avec des super-délégués qui vont aussi avoir un rôle à jouer, hein, alors que depuis des années, les super-délégués n'ont plus eu ce rôle. Hein, on faisait plutôt confiance aux primaires et puis au vote plus démocratique, en quelque sorte. Rôle des super-délégués pour éviter quoi? Pour éviter que la décision ne se fasse en plusieurs tours lors de la convention démocrate dont parlait Marjorie, qui aura lieu du 25 au 28 août à Denver. Très bien. Alors, avant de passer aux questions de notre partenaire rue89.com que j'ai oublié de citer tout à l'heure, j'aimerais qu'on revienne au sujet juste brûlant actuellement. Alors, je pense qu'il y en a 3 ou 4. Le premier, c'est le révérend Wright. J'aimerais bien, Madame Payon, que vous nous expliquiez un petit peu ce qui s'est passé. Le second, c'est la Bosnie. Le fait que Mme Clinton ait fait des déclarations un petit peu ambiguës, vous allez nous expliquer. Et la dernière chose sur le bitterness, l'amertume, en ce moment, enfin l'amertume soi-disant des électeurs de Pennsylvanie selon Barack Obama et si ça peut lui être dommageable pour la suite. Et après on passera aux questions. Merci. Alors, finalement, ces 3 exemples-là sont avant tout des exemples de petites phrases. Évidemment, une campagne américaine, elle est faite, entre autres, par les médias, on vient beaucoup d'en parler, et elle est faite aussi de petites phrases. Alors, la première vraie polémique, là que vous venez de citer, Benjamin, c'est évidemment la polémique de Jeremiah Wright. Jeremiah Wright, c'est le pasteur de Barack Obama. Barack Obama, quand il s'est construit une famille à Chicago, s'est beaucoup investi au sein de la United Trinity Church of Christ, qui est donc animée par ce fameux Jeremiah Wright. Jeremiah Wright qui a quand même pris, je tiens à le préciser, sa retraite en février 2008, donc c'est tout récent. Ce qui s'est passé, c'est que des propos de Jeremiah Wright, d'un sermon que Jeremiah Wright avait donné, ont été sortis, extrapolés un peu, on ne sait d'où, sur Internet. On n'a pas réussi à dater, hein, si je ne me trompe là aussi, ce sermon-là. Tout est parti un petit peu donc, de cette vidéo où Jeremiah Wright, on le voyait très, très véhémentement dénoncer, avoir une certaine hargne envers les électeurs blancs et dire que Hillary Clinton, elle, n'avait pas eu à se battre pour pouvoir entrer dans une boîte de nuit le soir. Hillary Clinton n'avait pas eu à se battre contre la police quand elle était peut-être interpellée. Donc, c'était une charge vraiment contre Hillary Clinton et contre tout ce que Hillary pouvait représenter à ce moment-là. Et c'était un moment critique. Enfin, cette vidéo est sortie à un moment critique où le duel était vraiment farouche entre Obama et Clinton. Obama a dû s'expliquer sur cette relation avec Jeremiah Wright et ça a donné cet incroyable discours politique. Moi, je pense que c'est un des vrais discours de cette campagne, le 18 mars dernier, un discours sur les races et sur la religion qui est un discours absolument incroyable. Je pense que c'est le second, regardez-le, il est disponible en ligne sur Internet et sur lovepolitics.info. Mais il est disponible sur tous les sites. C'est un vrai discours politique très très important. Le premier discours qui avait fait monter comme ça Barack Obama, c'était son fameux discours de 17 minutes lors de la convention de 2004, la convention démocrate où il devait soutenir John Kerry.
C'est un discours absolument incroyable, allez le visionner. Donc ça, c'était la première vraie polémique, hein, et on lui en veut toujours un peu. Alors ceci dit, ce sont les sondages là qui vont me démentir, puisque finalement, cette polémique right, elle ne s'est pas trop ressentie dans les sondages, et Barack Obama a pu continuer sa course échevelée en hauteur des sondages depuis le 18 mars dernier. La seconde polémique, c'est la Bosnie. Alors la Bosnie, ça c'est le côté Clinton, le côté très Hillary Clinton, qui veut se montrer très investie, qui veut montrer qu'elle a fait beaucoup de choses. Ça remonte au mandat de son mari de président. Ça remonte à Tulsa, à la guerre de Bosnie. À ce moment-là, il faut dire que Bill Clinton, enfin, ils se séparaient pas mal les rôles, hein, entre Hillary et Bill. Bill était resté à Washington, Hillary assurait le service après-vente sur les bases américaines en Bosnie. Et là, elle se rend sur une base à Tulsa avec sa fille, avec Chelsea. Les médias américains la suivent parce que voilà, ils sont embedded et ils sont là pour pouvoir relater l'événement. Et on voit des images absolument charmantes où Hillary Clinton descend sur cette base, salue une petite fille qui lui lit un poème. Donc tout se passe pour le mieux. Et là, patatras, on commence à voir apparaître une vidéo d'Hillary Clinton qui décrit un voyage tout à fait différent. Alors, c'était devenu quand même un gimmick des discours d'Hillary Clinton où elle dit « Mais je me souviens être arrivée sur cette base, c'était incroyable, il y avait des tirs de sniper, on a dû courir jusque dans un enclos pour pouvoir se protéger. C'était une atmosphère absolument dingue. » Dommage, parce qu'en fait, les images ont été bien montrées, notamment par CBS, et c'était absolument pas celle-là. Donc ça a fait beaucoup rire certains sites aussi et certains blogs américains qui maintenant font des parodies de ce discours d'Hillary Clinton en remettant en surimpression sur les images, justement, les faux snipers. Donc c'est un gimmick, du coup, maintenant, de blague dans les discours d'Hillary. Mais ceci dit, ça a quand même entaché un petit peu sa crédibilité. Cette Hillary qui veut toujours être forte, montrer qu'elle a su faire des choses, qu'elle a été le vice-président, finalement, de son mari pendant les mandats à la Maison-Blanche, ben, ça entache sa crédibilité parce qu'à vouloir trop en montrer, trop en faire, ben, finalement on se demande si elle mentir sur ce voyage en Bosnie, quand elle sera élue présidente, est-ce qu'elle ne pourrait pas mentir à ce moment-là sur d'autres choses? Donc c'est un petit peu embêtant pour elle. Le dernier, c'est le Bittergate, enfin ce qu'on est en train d'appeler le Bittergate. Il faut voir là dans les prochains jours si ça va desservir ou pas Obama. Pour l'instant on n'en sait trop rien vu les derniers sondages. Mais voilà. Ces propos sont là, affichés noir sur blanc. En fait, là, il s'agit là aussi de propos de Barack Obama, mais qui ont été pris sans qu'il le sache, en fait. Hein. C'était lors d'une réunion il y a quelques jours avec ses fundraisers dans l'État de Pennsylvanie, où il s'exprime et il dit à ses fundraisers, écoutez, voilà ce qui se passe, l'électorat de base blanc en Pennsylvanie, bah, finalement, essaie enfin, comment dire, en même temps c'est tellement écrit que je ne peux moins bien le dire, je ne peux que moins bien le dire, s'accrochent aux armes à feu ou à la religion, parce qu'ils ont besoin de réinvestir la hargne qu'ils peuvent porter contre le gouvernement ou contre leur déception électorale dans autre chose. Très franchement, d'un point de vue sociologique, vous en conviendrez, c'est parfaitement vrai. Enfin, je veux dire, il n'y a pas c'est pas absolument outrageant. Ce qui est outrageant, c'est le fait de le dire. Et c'est le fait de le dire quand on est en campagne en Pennsylvanie. Ça, forcément, ça ne fait pas plaisir aux électeurs blancs typiques de Pennsylvanie, qui sont plutôt ceux d'Hillary Clinton. Alors du coup, Hillary Clinton, elle a repris la chose en faisant une petite campagne télévisée sur les médias de Pennsylvanie, où elle montre justement des électeurs blancs typiques qui disent « Nous, on est vraiment très déçus par Barack Obama, on pensait qu'il pouvait apporter le changement, non, il nous déçoit. Seul Hillary nous croit vraiment et croit les vrais électeurs. » Et cet enjeu, surtout sur l'électorat blanc, c'est un enjeu qui est monté peu à peu. On s'attendait à ce que finalement l'enjeu soit sur l'électorat latino, soit sur l'électorat black, soit sur l'électorat juif. Ben non, finalement il est maintenant sur l'électorat blanc. C'est cet électorat de base que le Parti démocrate doit savoir reconquérir. Là j'attire votre attention sur un livre de Thomas Frank qui s'appelle « Pourquoi les pauvres votent à droite ?» qui est remarquable. Si vous pouvez vous le procurer, courez, lisez-le. Ça explique vraiment comment, en l'espace d'une trentaine d'années, l'électorat de base, et blanc encore une fois, et populaire, s'est totalement retourné et a délaissé peu à peu le Parti démocrate pour aller vers les républicains. Et je pense que c'est une des clés d'ailleurs du succès de John McCain prochain. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons laisser la parole à Madame Guillemette Ford, rue 89. Vous avez été correspondante pendant 7 ans aux États-Unis pour Le Figaro, donc c'est à vous. Alors, je vais avoir 2 remarques et 2 questions. La première remarque, c'est quand on dit que cette élection, enfin ces primaires de côté démocrate durent exceptionnellement longtemps. C'est exceptionnellement longtemps par rapport aux 2 primaires précédentes où John Kerry et Al Gore ont été choisis par leur parti au mois de février. Mais si on y pense, les primaires démocrates de 1992 qui ont choisi Bill Clinton a été choisi qu'au mois de juin.
Et donc, ça explique aussi, je pense en partie, la ténacité d'Hillary, qui sait d'expérience qu'on peut obtenir le nombre de délégués qu'il faut au mois de juin. Donc, ce qui explique un peu l'acharnement, malgré les appels à se retirer de la campagne. L'autre remarque, c'est par rapport à ce que disait François tout à l'heure sur le parallèle entre John McCain et Barack Obama, sur le côté un peu iconoclaste par rapport à son propre parti, et sur le vote contre la guerre de 2002 de Barack Obama. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça, parce que Barack Obama, en 2002, il n'a pas